Coucou à tous, c'est Yoel de First Player et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Lorcana. C'est la première vidéo d'une série plutôt longue à venir parce que du coup avec Renaud qui n'est pas présent ici, parce qu'on a fait la vidéo une première fois et j'ai saboté le son, du coup je la refais sans lui parce qu'il n'est pas dispo. On va vous parler pas mal du jeu et de manière point de vue joueur. Donc on va éviter le « oh mon dieu ces cartes sont trop belles », non on s'en fout. On s'en fout, les cartes sont très jolies certes, mais c'est pas le débat. Le but ça va être de vous filer un peu du contenu pour pouvoir jouer, pour comprendre un peu ce qui se passe, surtout si vous débutez dans les TCG, globalement, un petit peu l'idée. Et dans cette vidéo, qui sera sûrement en deux parties, sinon ça va faire un gros morceau d'un coup, on va vous parler un petit peu des différentes couleurs du jeu, donc il y en a 6, et la question c'est qu'est-ce que fait chaque couleur, quelles sont les cartes fortes et un peu emblématiques de chaque couleur, et pourquoi je jouerai bleu plutôt que rouge, globalement. Voilà, on y va ? Ok, donc l'idée va être la suivante, ça va être de décortiquer un petit peu chaque couleur, vous donner son gameplay, ce que vous pouvez attendre quand vous jouez contre cette couleur-là, et les cartes les plus emblématiques, les cartes les plus notables de cette couleur. Et pour ça, on va démarrer directement avec le jaune, donc l'ambre, qui est... oui, clairement, je me suis pas fait chier, j'ai respecté l'ordre des couleurs dans les cartes. Ouais, facile. Donc, jaune, la principale caractéristique, c'est que ça ne fait absolument rien de particulier. Ouais, ça je m'explique. C'est la couleur la plus ronde. Elle fait tout un peu bien, elle peut aider sur pas mal de choses. Les cartes sont fortes de manière indépendante, elles ne marchent pas forcément toutes ensemble. Vraiment, c'est une couleur qui fait un petit peu couteau suisse. Et généralement, quand tu vois du jaune, et ben globalement, tu sais pas trop ce que tu vas attendre. Ouais, je sais, cette première couleur nique le concept de la vidéo, mais vous voyez un peu l'esprit. Donc, quelles sont les cartes marquantes en jaune? Globalement, il y a, pour ceux qui jouent généralement un deck agressif, vous allez croiser la doublette de l'enfer, à savoir Lilo et Simba. Lilo est un des meilleurs tours 1 du jeu, vu que pour 1 d'énergie, 1 de mana, pardon, pour une encre, ouais, faut respecter les bons termes techniques, pour une encre, vous allez pouvoir l'or 2 points, donc vraiment, le ratio est excellent. Mais le problème de Lilo, c'est que c'est relativement fragile. Bah ça tombe bien, Simba a Bodyguard, et il coûte 2, donc il vient juste après pour la protéger. Et surtout, Simba, il a 3 de défense. Simba, c'est vraiment une carte qui, au moment où on a vu les previews, tout le monde a dit, bon, bah c'est un Simba, point, c'est une 2-3, tout le monde s'en cogne. Et ben en vrai, Simba, ce petit point de défense supplémentaire, fait que la carte est excessivement pénible. Elle est extrêmement forte, et un Simba tour 2, souvent, c'est un peu des emmerdes. On va pas se mentir. Donc voilà, on va avoir également, moi, une carte que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il va falloir attendre pas mal de temps pour voir si elle est justifiée, si elle est forte, si elle s'intègre bien dans le tempo du jeu. C'est Hades. Et je parle du Hades A4, le Hades A8 est complètement nul. Ne jouez jamais cette carte. Non, ne jouez pas cette carte. Vraiment, non. Le Hades A4, quand vous le jouez, permet de récupérer une carte de la défausse. Ouais, voilà. Donc globalement, c'est de la pioche un petit peu ciblée. Donc ça, c'est pratique, on aime bien. Ça permet un peu, en plus, c'est une 3-2, ça peut trade un truc ou deux sur le board. Donc la carte est pas si mal, le seul risque c'est qu'évidemment si vous la jouez tour 4, là où elle doit être jouée, si on suit la curve de mana, d'encre, pardon, vous allez perdre un petit peu en rythme de partie. Donc clairement c'est une carte qui, même si elle coûte 4, va souvent être jouée beaucoup plus tard. Donc, voilà. On va avoir également pour moi la carte qui représente assez bien le jaune dans ce qu'elle fait, c'est Maximus, la super rare. Maximus c'est une 4-5, déjà les stats sont plutôt cool, ça a bodyguard, ça a soutien, la carte fait plein de trucs, elle fait rien de manière exceptionnelle, mais elle fait tout plein de choses et elle est souvent très utile parce qu'elle a de la patate, parce qu'elle a soutien pour aider à aller tuer une créature trop forte a priori. Elle va donner bodyguard pour protéger les petits sur le côté. Vraiment, pour moi la carte fait beaucoup de choses. Elle permet de sortir de pas mal de situations. On va avoir globalement pour moi la meilleure carte du set. Réponse. Réponse, cette carte est un scandale. Voilà, catastrophique la carte. La carte est beaucoup trop forte. Voilà, sachez-le. Si vous avez des réponses, envoyez-les nous. On saura quoi en faire, je vous jure, c'est vrai. Réponse, globalement, c'est une carte qui a 1-5 en termes de statistiques, qui l'or pour 2, donc déjà c'est très bien, mais surtout, quand vous la jouez, vous allez pouvoir choisir une créature à vous, et lui retirer jusqu'à 3 dégâts. Waouh, mais c'est cool le soin, mais c'est pas si fort. Et piocher autant de cartes que vous soignez. C'est juste tellement fort. C'est-à-dire que le jaune n'a pas de pioche. Eh ben, le jaune, il a réponse, hein. Et réponse, elle a réponse à tout, hein. Dans le jaune, tu pioches 3, c'est une catastrophe. Le deck devient tout de suite de genre beaucoup trop fort. Voilà, réponse, c'est un carnage. La carte est trop forte.
On en reparle peut-être dans 6 mois si vous voulez, mais vraiment, je pense que réponse est beaucoup trop forte en l'état. 3 cartes de pioche, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop même, je dirais. Et le pire, c'est qu'après, tu as quand même une carte qui est 1-5 sur le board, qui va aller quête 2 tranquillement, que tu n'as pas envie de buter, parce que 5 points de vie, c'est beaucoup. Non, réponse, c'est... Tu sais, généralement, les gens, ils font des tier list avec les cartes B, C, D, A, machin. Réponse, c'est God tier. C'est au-dessus de ça. Réponse, c'est au-dessus du jeu. Et regarde, tout le monde derrière méprisant en dessous, genre, mais non, cheveux vous emmerde. Voilà. Terrible. Réponse terrible. Terrible. Si vous en avez, mettez-la délicatement sous le livre et dans votre deck. C'est-à-dire que si vous jouez jaune, il n'y a aucun monde. Déjà, quand vous jouez jaune, vous jouez avec 56 cartes et pas 60, parce que vous avez 4 réponses dans le deck. Si vous les avez. Parce que ça, c'est un autre problème, mais on va y revenir après. Voilà, réponse, c'est trop fort. On y va, on est content. Voilà, fin du jaune. Qu'est-ce qu'on attend quand on joue contre jaune? Alors, du coup, corollaire du point précédent, quand vous jouez contre jaune, ne laissez pas une créature adverse avec des dégâts. Soit vous y allez et vous la butez complètement, soit vous y allez pas. Parce que si elle a 2-3 dégâts sur elle, 100% du temps, le mec en face va jouer réponse. C'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Voilà. Les manières, si vous pouvez buter Lilo, butez-la. C'est une saloperie, Lilo, butez-la. Et surtout, dans vos decks, il va falloir, je pense, très vite que tout le monde, peu importe la couleur où tu joues ça, ait une réponse au Simba tour 2. Parce que ça va être caractéristique des jeux jaunes, c'est que Simba tour 2, il va être là aussi. C'est systématique, on va le manger, c'est comme ça, et il vous faut une réponse immédiate, parce que sinon, Lilo va faire beaucoup trop de taf, généralement, et il va protéger beaucoup trop de choses. Donc généralement, dans vos decks, quand vous les construisez, si jaune est présent dans votre environnement, dans votre méta, il vous faut une solution à Simba. Voilà. Parce que la solution à réponse, il n'y en a pas. Voilà. Donc fin du jaune. Ok, après le jaune, on attaque maintenant le violet. Et le violet, globalement, c'est une couleur excellente pour tout ce qui est support. En gros, vous ne pourrez pas gagner en jouant full violet. D'ailleurs, vous ne gagnerez jamais en jouant une full couleur. Et c'est jamais violet qui va définir votre style de jeu. Par contre, c'est une excellente couleur parce qu'elle va pouvoir piocher. Et comme dans tous les jeux de cartes, on le dit souvent, piocher, c'est gagner. Ou alors vous avez fait n'importe quoi, mais globalement, piocher, c'est gagner. Et il y a assez peu de couleurs qui piochent de manière plus consistante que le violet. Et ça, c'est un vrai point à prendre en compte. Donc quand vous faites votre deck, si vous jouez contre un deck violet, vous savez que sur du long terme, sur le late game, vous allez perdre parce qu'il aura plus de ressources que vous. Et grâce à quoi ça pioche? Et ben on arrive tout de suite à ça. Globalement, première carte violette qui est excessivement impactante, c'est la reine. La reine, elle coûte 5. Quand vous la jouez, vous pouvez piocher avec une fois par tour. Comme ça, gratos. Et en plus, c'est une 4-5, ce qui fait que ça crève pas sur le premier trade venu. C'est solide, c'est impactant. C'est très très cool. Vraiment, la reine, très solide, on aime beaucoup. Enfin, on n'aime pas la reine parce que c'est une méchante. Mais en plus, c'est une méchante méchante. Rien de gentil, elle. Mais la carte est quand même ultra cool. Voilà, la reine, c'est fort. On va avoir également, si on parle de pioche, Mes Amis de l'au-delà, qui est une chanson qui fait piocher 2. Très pratique. Alors, c'est une carte que vous voulez pas souvent en main de départ, parce que vous voulez la piocher plus tard, quand vous avez moins de munitions, qui peut être chantée, qui coûte 3. Et vraiment, c'est 2 de pioche gratos. On aime bien, c'est ultra efficace, ça va de relancer. Et c'est l'une des meilleures cartes de pioche du jeu à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement, ça c'est efficace. Une autre carte en violet qu'on n'a pas vu venir au début quand on a vu les premières cartes, mais qui aujourd'hui est juste incroyable, c'est Rafiki. Ouais, le singe. Le singe, en gros, quand vous le jouez, c'est une 3-3 pour 3, mais qui a charge. C'est-à-dire que le tour où vous la jouez, elle peut directement attaquer. Et vous savez qui a 3 points de vie et qui va être là au tour 3? Simba. Et le fait que Rafiki soit une des meilleures façons de gérer Simba en fait par défaut une carte géniale. Parce que du coup, vous en aurez besoin pour pouvoir gérer pas mal de situations. Et Rafiki fait ça parfaitement bien. Lui, vraiment, il est passé sous le radar au moment de la preview, mais en partie, il est MVP, il est incroyable, il fait trop de choses. MVP, le Rafiki. Bijou, le singe. Hop là, petit coup de singerie, là. Très très fort. Rafiki, très très fort. Heureusement, pour l'équilibrage, il n'est pas ancrable, ce qui fait que, bon, c'est un peu relou, mais sinon, la carte était vraiment tout le temps présente dans tous les decks, parce que Rafiki, c'est trop fort. Autre carte, alors là, elles sont 2, c'est la paire d'objets violets, le chaudron d'Ursula qui permet de regarder les 2 cartes au-dessus de son deck et d'en mettre une au-dessus, une en dessous, ce qui fait que vous allez pouvoir filtrer votre pioche, et du coup, vous ne piocherez pas plus, mais vous piocherez mieux, et ça, en vrai, c'est quand même ultra, ultra cool. Surtout que l'item, une fois posé, ne coûte plus rien à l'activation à chaque tour. Et du coup, son pote, c'est le miroir, qui va dire que pour 4, vous piochez une carte par tour. Alors oui, 4, c'est extrêmement cher en début de partie, mais en fin de partie, à ce moment-là, quand vraiment les cartes manquent, mais que les ressources sont abondantes,
c'est extrêmement fort. Et pouvoir en plus voir avant ce que tu veux piocher avec le miroir, c'est encore mieux. Voilà, donc ça c'est le couple d'objets. Et enfin, dernière carte violette extrêmement impactante sur le board, c'est Elsa. La Elsa à 8. Les trésors sont cool, mais on s'en fout un peu. La Elsa à 8, quand vous la posez, et ben vous gagnez 2 tours. Parce que du coup, elle va incliner de créatures adverses, vous allez pouvoir éventuellement les tuer, mais surtout, elles ne se redresseront pas à la phase d'après. Donc ce qui veut dire que l'autre ne peut pas aller en quête avec, ne peut pas finir, et vu que Elsa va arriver tour 8, 9, 10 par avant, hein, globalement, c'est généralement les tours assez cruciaux où ça va un petit peu jouer à ce moment-là au top deck, et chaque créature posée va être impactante, et ben Elsa va permettre de gagner une partie perdue. Voilà, c'est un peu ça son rôle, et pour ça, elle le fait vraiment très bien. La carte est cool, en plus elle quête 3. Vraiment très très solide la Elsa. Voilà. Après, t'en joues pas 4 parce qu'elle n'est pas ancrable en général. Enfin, pardon, elle est tout le temps pas ancrable, donc t'en joues pas 4 en général. C'est ça la phrase dans le bon sens. Mais la carte est vraiment vraiment solide. Inconvénient, c'est une légendaire et peut-être une de celles qui va coûter le plus cher. Après réponse, je veux dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu joues contre Violet? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Bah déjà, Elsa. On vient de le dire. Elsa, si ton plan de jeu c'est de poser une grosse créature pour finir, genre le Mickey à 8 là, qui va quête 4, eh ben, il peut se prendre une Elsa et être très très triste. Et toi aussi. Donc ça, les plans de jeu qui reposent sur une grosse créature en fin de partie, Elsa peut vraiment bousiller ça. Il faut se méfier. Également, si vous jouez contre Violet, essayez d'écourter la partie. Parce que il va avoir plus de matos que vous, plus de cartes, plus de trucs. Parce que c'est son rôle. C'est du supporting cast de folie. Et bien si vous jouez contre du Violet, assurez-vous de finir la partie le plus tôt possible. Parce que généralement, sur du long terme, t'es perdant. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points importants. Et surtout, Rafiki T3, ça c'est le grand classique. Le Rafiki qui va venir te pourrir la vie de manière « Ah, je l'ai pas vu venir ». Grand classique, faites gaffe à ça. On enchaîne? Jaune, violet, et maintenant c'est vert. Vert c'est émeraude, ça je suis sûr, je sais c'est émeraude, j'ai révisé un petit peu avant. Vert, c'est un peu la couleur de j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et le chemin il est tout droit. Pas le temps de niaiser, tout droit. Tout droit. Et pour ça, c'est peut-être les cartes qui apportent le plus de lore, le plus de points du coup, du set en général. Alors, à part 2-3 créatures un peu partout, des grosses cartes, là, vous allez trouver sur beaucoup de cartes vertes, même qui coûtent 2-3, de l'or, voire 3 souvent. Et ben vert, ça plaisante 0 à ce niveau-là. Alors, donc ça, les cartes excessivement impactantes en vert, vous allez croiser, en fait, c'est un même package. C'est le package avec Flynn Rider, le chat du Cheshire, notamment, et Cusco. Même le chapelier, on le met dedans aussi. C'est que dès que les gens vont vouloir vous attaquer et tuer votre créature, ils vont y laisser des plumes aussi. C'est-à-dire que du coup, si vous attaquez Flynn Rider, vous devez défausser une carte de votre main. Si jamais on tue Cusco, le créature qui l'a tué meurt aussi. Donc voilà, vraiment, c'est ce côté un petit peu, ok, tu me tues, mais tu laisses des plumes aussi, sauf que les créatures sont monstrueuses. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser un Cusco sur la table. Cusco, ça lore 3 par tour. Tu peux pas te dire, ah, je m'en occupe pas. Non, t'as perdu. Ah oui, en plus, Cusco, il a hors d'atteinte. Ce qui veut dire que tu peux même pas le cibler avec des sorts, il faut vraiment le tuer. Ouais, c'est un problème. Donc voilà, donc vraiment, le vert à ce côté-là, genre, il va aller tout droit, il va juste aller en quête, et c'est toi qui vas devoir gérer ces problèmes pour pouvoir gérer ces créatures sans non plus perdre trop de ressources à le faire. Parce que perdre une carte, ça va être pénible. Le faire piocher, t'as pas envie de ça non plus. Perdre ta créature, c'est chiant, mais il faut gérer ça. Il faut, parce que de toute façon, il va aller plus vite que toi sinon. Donc vert, il faut faire très gaffe à ça. Si jamais tu te laisses prendre un tout petit peu d'avance, ah, c'est une galère. C'est une galère et tu ne le reverras plus après, hein, c'est fini. Le vert, il est parti. Et en plus de ça, pour moi, le vert a une des cartes peut-être les plus fortes du set, mais qui n'est pas encore beaucoup vu, beaucoup joué, beaucoup discuté, c'est le génie. Le génie à 6, c'est de la magie ce qu'il fait. C'est de la magie. Quand il arrive en jeu, il va remonter une carte dans la main de son propriétaire. Et ben c'est colossal. C'est colossal parce que vous allez gagner du tempo, vous allez vous sortir de situations de merde, de l'enfer. Le génie, c'est vraiment, ils auraient pu marquer dessus en texte d'ambiance, je gagne des parties perdues. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il va pouvoir gérer de la mère Gothel qui va te poser problème, il va venir remonter une saloperie que tu ne sais pas comment gérer, il va remonter un insaisissable. D'ailleurs, il a lui-même insaisissable, ce qui est assez pratique, parce qu'il a l'or 2 en plus, donc c'est l'assurance quasiment qu'il puisse partir en quête pour 2, en plus d'avoir pourri la vie. Vraiment, ce génie, son seul défaut, c'est qu'il n'est pas ancrable. Voilà, parce que sinon, vraiment, t'en joues 4 tout le temps. D'ailleurs, on en joue 4 quand même, faut pas le dire, mais chut. Mais le génie est vraiment solide et très efficace. Donc voilà, quand tu joues contre vert, vraiment, ce qu'il faut faire gaffe à ça, c'est les tours importants, c'est le tour 5,
ou tu vas sûrement prendre le Chapelier ou Cusco, et tu as intérêt à avoir une réponse rapide en main parce que les cartes sont vraiment fortes. Il faut accepter de se dire, je vais perdre des créatures, je vais perdre des cartes en main pour gérer la table, parce que sinon, ça va aller trop vite. Et surtout, si jamais vous avez une solution tour 6 que vous pensez bloquante pour l'adversaire, faites gaffe, il y a très sûrement le génie qui arrive tour 6 et qui va vous empêcher ça. Donc avoir un plan B, c'est assez important contre vert à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait les 3 premières couleurs, donc jaune, violet et vert. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour la suite des vidéos Lorcana. Et prochaine vidéo tout bientôt, normalement d'ici peut-être 2-3 jours, sur les 3 autres couleurs qui seront les suivantes. Parce que je ne les ai pas en tête tout de suite. Si, en vrai, je mens, c'est bleu, gris, rouge, je le sais. J'ai un petit calepin, mais des notes. Voilà. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Allez, à très vite.